Jean-Pierre Moutassi, bonjour. Bonjour. Ou devrais-je dire commissaire? Oui, commissaire de police principal. Commissaire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Africa TV à la faveur de la publication en 2020 de cet ouvrage intitulé Épilogue d'une guerre clandestine, verdict sur le génocide français au Cameroun 1954-1964. La première question qui me vient à l'esprit, pourquoi épilogue? Quand on regarde les bornes que vous avez fixées, 1954, 1964, est-ce que vous estimez qu'en 1964, la guerre était finie? Tout à fait. L'épilogue ici, c'est parce que la guerre était... Nous sommes à la fin. Et depuis que cette guerre s'est déroulée dans notre pays, il n'y a jamais eu l'état des lieux. Bien, il y a eu des publications à ce sujet et qui ont été faites sur un prisme purement historique. J'ai donc dû aborder le sujet dans un sens purement juridique pour prouver qu'il y a eu les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide au Cameroun, d'après ce que nous dit le droit international. Donc l'épilogue ici, c'est que nous sommes à la fin. En 1964, le général Max Briand, qui était commandant du GTN, donc le groupement tactique Nord, qui était installé dans les zones du Mungo, de l'Ouest et de Douala, avait déjà plié bagage avec son armée, et c'est ce qui marque, n'est-ce pas, aussi la fin des bombardements dans la zone de l'Ouest, et les armes lourdes également ont été retirées en ce moment-là. Vous parlez de clandestinité, d'une guerre clandestine. La clandestinité est ce qui est effectué en secret, ce qui est dissimulé. Est-ce qu'on peut véritablement dire que cette guerre était clandestine? Tout à fait. La guerre a été clandestine parce que officiellement, il n'y a jamais rien eu au Cameroun. Vous allez consulter tous les livres d'histoire, tous les rapports officiels. Vous ne verrez jamais qu'il y a eu une guerre au Cameroun qui a fait des centaines de milliers de victimes. C'est pour ça que nous avons parlé de la clandestinité. Et à l'époque, même des journaux qui étaient derrière le Parti communiste français ou alors le Parti socialiste, tous ces journaux qui sont d'ailleurs cités dans le livre ne relayaient pas les informations qui venaient du Cameroun. Bien au contraire, les patrons d'édition de ces journaux étaient plutôt du côté de l'armée coloniale et l'administration coloniale française. Vous parlez d'insurrection, de contre-insurrection, de guerre révolutionnaire, de génocide. Les concepts que vous mobilisez sont des concepts extrêmement importants dans le cadre non seulement de la polémologie, mais aussi dans le cadre du droit international. Est-ce que vous n'avez pas peur de parler du thème de génocide? Est-ce qu'il n'est pas assez grave comme terme? Ce n'est pas assez grave. Ce sont les faits qui nous ont conduits à conclure un génocide. D'après le droit international, le génocide peut se faire de deux manières. Soit de manière passive, ça veut dire que dans le cas du Cameroun, l'administration coloniale a affamé des populations, soit par les épidémies, ça veut dire qu'on laisse les épidémies se propager dans un secteur et ça tue des populations en masse. Ça, ce sont les formes de génocide. La forme la plus connue, la plus violente, c'est lorsqu'on utilise les armes non conventionnelles. Vous allez trouver que dans cette guerre qu'il y a eu au Cameroun, le napalm a été utilisé. Les munitions de 12,7 ont été utilisées. Ce sont les munitions qui peuvent déchiqueter un être humain. Et vu le nombre de personnes, je cite souvent le cas de Srebrenica en ex-Yougoslavie, où il n'y a eu que 6 000 musulmans tués. Mais cela a donné lieu à un procès, à un tribunal pénal international qui a jugé des responsables de ces massacres. Or, au Cameroun, lorsqu'on regarde les statistiques qui ont été recueillies, c'est plus de 10 fois plus. Donc, le Cameroun également doit avoir bénéficié d'un tribunal pénal international
dans lequel cette question doit être examinée. Vous indexez clairement la responsabilité de l'État français. Qu'en est-il de la responsabilité de l'État du Cameroun? À l'époque, l'État du Cameroun n'existait pas. Lorsque la guerre commence en 1900, les massacres commencent en 1954, c'est M. Roland Pré qui est haut-commissaire de la République française au Cameroun. Et lorsqu'il est muté, Pierre Mesmer, qui le remplace, est passé à la vitesse supérieure. Vous allez voir que tous les éléments constitutifs de l'infraction de génocide sont réunis. Il y avait les déportations, il y a eu des refoulements des populations, il y a eu les déplacements forcés des populations. Et tout ça, ce sont des crimes de guerre. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que les bornes que vous avez choisies sont extrêmement intéressantes. 1954, 1964. En 1964, nous avons déjà connu 2 révisions constitutionnelles. Il y a un pouvoir institué déjà. C'est pour ça que je demande quelle est la part de responsabilité de l'État du Cameroun. Bien, vous allez observer, et c'est d'ailleurs mentionné dans le livre que 1960-64, c'est M. Jean-Pierre Bénard qui dirigeait le Cameroun. Malheureusement, les dirigeants camerounais à l'époque n'avaient pas de pouvoir en réalité. M. Jean-Pierre Bénard, qui était l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est lui et les Français, parce qu'ils étaient dans toutes les administrations. Vous allez lire l'histoire, vous verrez que M. Sadou Daoudou, qui était ministre des Armées, en réalité, son travail était fait par le colonel Jean-Victor Blanc, qui prenait toutes les décisions et qui, s'il vivait aujourd'hui, il devait témoigner des instructions qu'il avait données. Donc, quand je dis 64, c'est plus 54 parce que on commence la répression des manifestations publiques en 1954 et en 64 correspond à l'arrêt des bombardements et le retrait des armes lourdes dans le pays bamléké. Si on est d'accord sur les bornes que vous avez choisies de façon discrétionnaire, il se trouve qu'après 1964, 1964, on continue à vivre les relents de la guerre. On a toujours un certain nombre de maquisards, entre guillemets, qui sont embastillés, d'autres qui ont fui. Il y a comme une forme d'héritage de la répression du nouveau pouvoir camerounais. Est-ce qu'à ce niveau, on ne peut pas établir une forme de responsabilité de l'État du Cameroun dans l'héritage finalement de cette guerre? Oui, je réitère qu'à cette époque, l'État, le jeune État, vous savez que lorsque la Société des Nations confie le territoire camerounais à la France et à l'Angleterre, c'est pour préparer, n'est-ce pas, ce territoire à la souveraineté nationale et internationale. Mais au lieu de faire cela, ils se sont mis à exploiter plutôt les richesses du sol et du sous-sol camerounais. Ça veut donc dire qu'au moment de l'indépendance, la France n'a préparé personne pour gérer un État moderne. Ça fait donc qu'elle commence à diriger. Vous allez voir dans les administrations, il y a des Français jusqu'au rang de chef de service. C'est en réalité les Français qui prennent toutes les décisions. Il y a là-bas l'exemple du ministre Wognou qui a convoqué un fonctionnaire français dans son bureau et celui-ci a carrément répondu qu'il n'avait pas affaire au président Aïdjo, qu'il n'avait pas affaire au ministre Wognou. Il rendait compte directement à sa hiérarchie. Donc, vous voyez qu'en ce moment, les dirigeants camerounais n'avaient pas encore tenaient pas des coudées franches de l'administration. C'est au fil des temps que cela a pu arriver. Donc, à mon avis, j'ai estimé qu'on ne pouvait vraiment pas imputer ces massacres à l'administration de l'époque. Et vous-même, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, comment agit la France. Lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, même si vous êtes chef d'État, et que vous refusez, il y a des méthodes. On vous envoie Boko Haram, on vous envoie l'État islamique, on vous envoie Daesh pour venir vous déstabiliser. Donc, un jeune pouvoir qui avait besoin de la France à l'époque ne pouvait vraiment pas nager à contre-courant. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile de n'accuser que la France? Si on est d'accord sur les différentes théories d'imputabilité, vous en tant que juriste, on est d'accord sur le processus d'imputabilité, la reconnaissance de l'infraction, les qualifications, les classifications et finalement l'imputabilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas même au moins une forme de responsabilité morale?
de l'État du Cameroun? Bien, ce sujet, je l'ai laissé aux historiens, ils vont également en débattre. Mais vous ne vous êtes pas limité à faire simplement une réflexion juridique. Je voudrais prendre un exemple. Vous parlez de l'importance des rites post-mortem. Vous êtes là dans une logique socio-anthropologique. Oui. Ça veut dire que votre réflexion ne s'est pas limitée simplement à faire l'analyse juridique qui peut être froide à certains égards, mais elle est assez complète parce qu'il y a une dimension sociologique et anthropologique qui est nécessaire justement dans les formes de réparation de la mémoire. À la fin de cette sommaire discussion, j'ai envie de me demander, est-ce que vous ne prenez pas un risque du fait de votre stature de fonctionnaire de l'État et de commissaire de votre État? Est-ce que ce n'est pas un risque de publier un tel brûlot? Pas du tout, parce qu'il n'y a aucun texte qui l'interdit. Et puis, moi, je suis un patriote, je suis un nationaliste et j'aime mon pays. Et je souhaite le meilleur, je souhaite tout le meilleur à mon pays. Et lorsqu'il y a les questions brûlantes comme ceci et que je constate que mes compatriotes ne s'y intéressent pas, je suis un peu gêné parce qu'en principe, il ne revenait pas à un fonctionnaire de venir évoquer ce type de sujet. Il y a des spécialistes, des historiens, mais qui ont évité le sujet. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Chacun a une mission. Sur Terre, quand il vient, lorsque vous êtes né dans un pays, vous avez une mission ou plusieurs et il faut les accomplir. Merci infiniment. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, c'est qu'il faut que tout le monde achète, chaque Camerounais, vraiment qui est digne de ce nom, qu'il achète l'ouvrage, qu'il l'exploite et c'est un corpus. Ils pourront aller au-delà dans les recherches et qu'à la fin, l'objectif visé qui est la reconnaissance du génocide français au Cameroun, que cela soit effectif. On a vu en Algérie, même récemment, les crânes ont été rendus simplement parce que les Algériens, ils tiennent à leur histoire. Et je voudrais aussi vous dire que j'ai voyagé dans certains pays où l'histoire est sacrée. L'histoire est sacrée et l'histoire peut également faire gagner beaucoup d'argent à un pays. Ça veut dire qu'en exploitant, n'est-ce pas, son passé historique, il peut attirer des touristes qui peuvent apporter les devises. Donc, l'histoire a une dimension économique très importante. Et comme nous avons besoin de nous développer, le chef de l'État a fixé le cap en 2035 pour l'émergence. Je crois que c'est un sujet qui peut également contribuer à l'émergence. Épilogue d'une guerre clandestine, verdict sur le génocide français au Cameroun, 1954-1964. C'est l'ouvrage publié par le commissaire Jean-Pierre Moutassi. C'est un ouvrage extrêmement important qui s'inscrit dans une séquence historique majeure. Nous mobilisons tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent permettre de clarifier cette période historique importante de l'histoire du Cameroun. C'est donc avec un grand plaisir que nous avons eu à discuter sur cet ouvrage que nous vous invitons à lire et à faire lire. Merci infiniment, mon commissaire, et bon vent dans votre œuvre éditoriale. Merci. Africa TV vous dit merci et à bientôt.